Près d'un jeune Français sur deux aurait aujourd'hui l'ambition de monter sa start-up. Pourquoi cet engouement et surtout, ces jeunes pousses rencontrent-elles vraiment le succès? La route de la French Tech est-elle réellement pavée d'or? On en parle avec vous, Olivier Ezrati. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes diplômé de Central Paris, ancien de Microsoft, aujourd'hui consultant indépendant. Merci donc d'être avec nous. Vous êtes un grand connaisseur des startups. Et depuis 10 ans, vous publiez un guide pour lancer sa jeune pousse avec les démarches à suivre, les pièges aussi à éviter. Un guide gratuit en ligne. Alors d'abord, Olivier Ezrati, pourquoi cet engouement des jeunes Français pour les startups? Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a l'envie de se réaliser par soi-même et de créer quelque chose donc dans l'innovation. Il y a probablement aussi une certaine forme de rejet pour les entreprises traditionnelles qui n'ont pas forcément bonne presse. Il y a eu une mode de suicide dans une entreprise que je ne citerai pas il y a quelques années. Il y a eu des déboires parfois liés à la responsabilité environnementale ou sociale de certaines entreprises. Et tout ça, ça fait moins en moins rêver les jeunes. Oui, la verticalité dans les entreprises, justement, c'est quelque chose qui est rejeté par cette nouvelle génération aussi. Voilà, les jeunes veulent être responsabilisés, ils veulent créer, ils veulent innover. Alors, ce n'est pas forcément le cas de tous les jeunes, mais une plus grande partie de jeunes, notamment les jeunes diplômés des Bac+5, comme on dit, des grandes écoles, ont tendance à vouloir être indépendants le plus rapidement possible. Alors, il y en a certains qui choisissent d'aller d'abord dans une grande entreprise et puis après de créer leur entreprise. Pour faire leurs armes d'une certaine manière. Faire leurs armes dans les boîtes de conseil, dans les grandes entreprises. Puis il y en a d'autres qui d'emblée créent leur entreprise au sortir de l'école. Et d'ailleurs, ce ne sont pas celles qui réussissent le moins bien. On a beaucoup d'entreprises qui réussissent avec des jeunes qui démarrent directement. Alors, il faut qu'ils se fassent accompagner pour démarrer. Tout à fait, c'est aussi le but de votre guide et vous l'expliquez dedans, on va y revenir. Alors avant d'aller plus loin, Olivier Ezrati, on va revenir et on va faire un gros plan sur le CES Unveil, grand rendez-vous à Paris, des nouveautés technologiques en France. On peut y voir un avant-goût du CES de Las Vegas, mais aussi on va voir les difficultés que rencontrent les Français qui se lancent dans la création de ces jeunes pousses. Vous allez le voir dans ce reportage d'Antoine Fontenot et Julien Munzer. Ils sont partout déjà, les objets connectés, dans nos montres, dans nos ampoules, dans des jouets ou même des foulards, dans nos parapluies aussi. C'est en tout cas le projet de Clément Guillot. Ce Français court les salons depuis plus d'1 an avec son innovation, le parcours pour créer un nouveau produit et le faire connaître, est semé de déconvenues et de débrouillardises. On n'a pas beaucoup d'argent, mais on a beaucoup d'idées et l'avantage d'avoir un produit qui parle aussi beaucoup en soi. La Fashion Week à Paris, on allait se promener autour des défilés et puis ça faisait beaucoup parler, les gens prenaient des photos, partageaient et voulaient en savoir plus. Donc on essaie d'avoir ces petites mécaniques autour d'objets, autour d'événements qui sont en lien avec notre thématique. Il faut être persévérant parce que c'est des choses qu'on apprend, qu'on crée, donc tout n'est pas écrit déjà. Et puis je le disais, on a des étapes qui ne se franchissent pas aussi facilement qu'on souhaiterait. Donc il faut beaucoup de persévérance. En janvier, Clément Guillot emmènera son parapluie connecté au CES de Las Vegas. C'est l'événement incontournable pour tous les fabricants de gadgets techno. Objectif, trouver des distributeurs aux États-Unis. Le marché américain, c'est le Graal pour tous les patrons de start-up. Il y a des stratégies à mettre en place pour s'y faire remarquer. Si vous allez aux États-Unis pour conquérir le marché américain et que vous n'êtes pas connu, si vous n'avez pas une histoire américaine à raconter, ça ne marche pas. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est si vous n'avez pas une gamme de produits pour être introduit dans la partie distribution en magasin physique, c'est extrêmement compliqué. Puisqu'aujourd'hui, on ne rentre pas dans un magasin en n'ayant qu'un seul produit, il faut avoir une gamme complète. Le marché américain, c'est 200, 300 millions de personnes qui parlent la même langue et qui ont quasiment tous la même culture. En Europe, on est 300 millions, sauf qu'on a 15 nationalités différentes. Donc il est évident que le marché américain, ils sont pionniers dans énormément de choses et dans l'appétence technologique. Donc il est évident qu'il faut être aux États-Unis si on veut faire décoller sa boîte. Oli marche très bien en Europe, mais si on veut encore une fois accélérer, il faut être aux États-Unis. Ce que le gouvernement appelle la French Tech a déjà su s'imposer sur la scène internationale, comme Parrot, devenu numéro 2 mondial avec ses drones. Le marché des objets connectés connaît une croissance fulgurante. Voilà pourquoi de grands groupes issus d'industries plus traditionnelles, comme le bâtiment, se lancent aussi dans le combat, comme ce fabricant d'interrupteurs. On s'intéresse à ce marché parce qu'il a une dynamique très forte, avec une croissance très forte. On parle de plusieurs centaines d'objets connectés à l'horizon 2020 dans un foyer. Donc c'est une dynamique très intéressante, et notamment dans les bâtiments, qui vont être les premiers endroits à accueillir beaucoup d'objets connectés. Rendre la maison intelligente, le rêve de tous les fabricants de produits technologiques. Les interphones, thermostats et caméras connectées ne manquent pas. Le secteur pourrait générer cette année 240 millions d'euros de chiffre d'affaires, rien qu'en France.
Voilà, on a l'impression que ça marche très bien, il y a beaucoup d'idées, hein, effectivement, mais c'est aussi difficile de lancer sa start-up, sa jeune pousse, d'imposer aussi cette jeune pousse. Vous le dites, hein, avoir une idée, c'est bien dans votre guide, mais ce n'est pas suffisant. Quel conseil donnez-vous justement pour lancer? Il y en a plein. D'abord, il faut une bonne équipe. Il faut de bons fondateurs. Oui, vous commencez par ça. Hein. Je commence par la partie humaine. Le projet dépend des gens. Donc il y a un fondateur, plusieurs fondateurs. C'est très important quand on est dans le numérique et les hautes technologies de ne pas partir seul. Une des raisons, c'est que quand on est dans un projet technologique, il y a souvent au minimum une dualité entre d'un côté la dimension purement technologique, avec des métiers d'ingénieur et de concepteurs de produits, voire de développeurs de logiciels, et de l'autre côté, il y a une dimension business, marketing, et c'est dur d'être bon dans les deux à la fois avec une seule personne. Donc c'est bon d'être au moins deux pour démarrer, avec ces deux compétences complémentaires. On vient de voir les exemples de quelques entreprises là dans ce reportage. Comment vous expliquez leur succès, justement? Le succès est tout relatif. J'ai un petit commentaire à faire. Il faut faire la distinction entre les startups en général, notamment qu'on a dans le monde de l'Internet ou de la mobilité, et celles qui vont au CES. Les startups qu'on voit au CES, c'est un sous-ensemble de l'ensemble des startups. Il faut savoir que celles qui vont au CES, c'est en général des startups qui font des objets connectés, qui font en général un produit matériel, qui est complété par du logiciel. Il faut savoir qu'une grande partie des startups dont on parle aujourd'hui tous les jours, prenons Blablacar, qui est une des plus connues en France, c'est une startup qui ne fait pas de matériel. Elle a une application totalement mobile. Immatériel, effectivement. C'est complètement immatériel. Et les startups qui... C'est la mise en relation, pour ceux qui ne connaissent pas, de gens qui vont louer une place dans leur voiture et on va faire du covoiturage. Les frais partager les de frais covoiturage pour un voyage. Pour un voyage de longue distance. Mais il faut savoir que la majorité jusqu'à présent des startups qui étaient financées par le capital risque, aussi bien aux États-Unis qu'en France, dans la high-tech, c'était des startups purement logicielles, purement sur des sites web ou des applications mobiles. La vague des startups créant des objets connectés ou du matériel, elle est relativement récente, elle date d'une demi-douzaine d'années, pour faire simple. Et ce sont des startups qui ont une caractéristique, elles sont sur un marché qui est nouveau, où il y a beaucoup d'engouement, mais ce sont des marchés assez difficiles. C'est encore fragile, c'est ça que vous expliquez? Je ne dis pas que c'est fragile, ce sont des marchés difficiles parce qu'ils combinent plusieurs complexités. Il faut être bon dans le matériel, il faut le fabriquer au moindre coût, il faut être bon dans le design, donc dans la fonction et l'aspect extérieur du produit. Il faut être aussi bon en général dans la dimension logicielle qui l'accompagne. Il faut souvent distribuer ces produits par des canaux de distribution qui ne sont pas les plus commodes du monde, que ce soit des Walmart ou des Amazon aux États-Unis ou de la grande distribution en France. Et il faut faire du marketing autour mais pour comment faire connaître pour être aussi produit. bon dans tous ces domaines quand justement on n'est que quelques personnes au On départ. revient à l'équipe, on revient à l'accompagnement, on revient à la capacité d'une équipe de s'entourer de spécialistes. Quand une start-up démarre avec juste 3 ou 4 fondateurs, elle a rarement toutes les spécialités. Dans les 4 fondateurs, il n'y a probablement pas de juriste, il n'y a pas d'expert comptable, il n'y aura pas forcément de designer, il n'y aura pas forcément, dans certains cas, de développeurs. Donc il faut s'entourer de prestataires qui d'ailleurs font ça plus ou moins bénévolement selon les cas de figure, qui vont accompagner la start-up à ses débuts. Et puis, au fur et à mesure de sa croissance, elle va embaucher les bonnes personnes ou faire appel aux bonnes personnes nécessaires à son développement. Alors, on parle beaucoup de la French Tech, hein, mais est-ce qu'il y a vraiment un miracle autour de ces jeunes pousses françaises aujourd'hui? Il n'y a pas de miracle, il y a de l'effort et du travail dans la durée. La French Tech, c'est un effort... Il vient d'où cet effort? Il vient d'où ce travail? C'est un effort qui est lié à ce qu'on appelle l'écosystème. L'effort, il est la combinaison de la velléité des jeunes d'entreprendre qu'on a déjà évoqué, de tout ce qui est lié au financement, avec de très gros progrès qui ont été accomplis ces dernières années, que ce soit par le biais de la BPI, que ce soit par le biais de fonds d'investissement. C'est la Banque publique d'investissement. Voilà, hein, la Banque publique d'investissement qui en fait consolide tous les outils publics d'investissement à l'échelle nationale pour aider les startups du démarrage avec des petites aides jusqu'à de l'investissement en capital risque qui peut se monter à plus de 10 millions d'euros. Et la BPI est capable de faire tout ça dans le cycle de vie des entreprises. Le privé s'est pas mal développé aussi, alors incité par des dispositifs fiscaux divers et variés. Mais oui, parce que la France est assez avantageuse fiscalement pour ces jeunes entreprises. Elle est assez avantageuse. Alors c'est un prêté pour un rendu. Disons qu'on a une fiscalité qui est assez élevée, notamment sur le patrimoine avec les SF, qui est compensée par des réductions fiscales quand on investit dans des startups ou dans des PME innovantes. Donc finalement, on a un impôt qui est compensé par une incitation à l'investissement dans les entreprises innovantes en général, pas que les startups d'ailleurs. Mais justement, Olivier Ezrati, certains médias anglo-saxons parlent de paradoxe français. Paris compte en effet plus de startups que Londres ou Berlin, alors que du côté anglo-saxon ou allemand, on fustige souvent les lourdeurs administratives et financières sur les entreprises. Le modèle français marche donc pas si mal. Le modèle français, en tout cas, il génère de l'aspiration à entreprendre. C'est clair, on a plus d'entreprises innovantes en France qu'en Angleterre, et notamment d'ailleurs dans les objets connectés qu'on retrouve au CES. Il faut savoir qu'au CES, par exemple, il y a de l'ordre de 5 fois plus de boîtes françaises qu'anglaises, en nombre.
Par contre, il y a des sociétés comme ARM, qui est un leader dans la conception des processeurs qui sont dans les mobiles, qui joue un rôle stratégique dans cet univers-là, qui a été racheté par un Japonais en l'occurrence. Mais on a une envie d'entreprendre. On a beaucoup de créativité. On a beaucoup de petites entreprises, notamment dans ce secteur des objets connectés. L'enjeu, c'est de les faire grandir. Donc, c'est de trouver le capital, c'est de les aider à se développer à l'international aussi rapidement que possible. Et le CES joue ce rôle-là, parmi d'autres salons. L'implantation aux États-Unis, là, on l'entendait dans le reportage, Elle c'est est fondamental. par le fondateur de Holy. Oui. Elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que le marché américain, il a une caractéristique, c'est qu'il a à la fois la gourmandise pour les nouvelles technologies. Il consomme plus de nouvelles technologies que les Européens en moyenne. Et par ailleurs, il est très homogène. C'est un pays de 350 millions d'habitants qui a des moyens de promotion, de médias, de distribution qui sont les mêmes, en gros, de la côte Est à la côte Ouest. Donc, c'est plus facile de couvrir ce pays-là. Mais c'est plus facile, en même temps, ça demande des moyens financiers importants. Il y a une start-up qui était présente cet après-midi au Unveil, qui s'appelle Seven Hugs. Elle vient de faire ce qu'on appelle une levée de fonds, donc de se financer à hauteur de 17 millions d'euros, pour justement favoriser son développement international, dont les États-Unis. Alors que cette société a 2 ou 3 produits très innovants dans leur forme, notamment une télécommande universelle. Et donc, mais c'est le minimum. Pour réussir, il faut ce niveau de financement. Alors, Olivier Ezrati, il faut quand même rappeler qu'il y a quand même beaucoup d'écrémage. On estime que 75 à 90% des entrepreneurs échouent dans la création de leur start-up. Est-ce que c'est un chiffre crédible, selon vous? Il y a plusieurs chiffres qui circulent dans la nature. Il y en a qui... 75 à 90%, déjà, Ouais, c'est large. ça dépend de ce qu'on entend par réussir. En fait, il y a des entreprises qui existent encore, qui ne sont pas mortes. Alors, est-ce qu'on les compte dans des demi-réussites, des demi-échecs? Est-ce qu'on les compte dans les morts ou pas? Mais est-ce que ce sont des sociétés fantômes Non. Ce qui est en train de se passer en France depuis au moins une décennie, c'est que, notamment dans le domaine du logiciel, il y a énormément de sociétés qui démarrent avec un produit, qui essayent par exemple de développer un logiciel qui va améliorer la productivité d'une entreprise dans un domaine quelconque, et qui n'arrivent pas à creuser sur le marché. Notamment si elles ont créé un logiciel en France et qu'elles veulent le vendre directement à des clients français, c'est difficile. Il faut qu'elles aillent à l'international et revenir en France parfois pour devenir crédibles. Donc qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un certain temps, elles n'arrivent pas à trouver de l'argent pour se financer. Elles ont beaucoup de concurrence, ce qui arrive dans pas mal de domaines d'activité. Très souvent, elles se transforment en sociétés de conseil et de services. Donc elles ne meurent pas. Donc sur le papier, dans les statistiques, elles sont toujours là, mais elles ne sont plus des startups avec un produit qui a une croissance très forte, qui est une caractéristique de ce qu'on appelle une start-up. Mais en clair et très rapidement, il faut lancer plusieurs start-up, une fois, 2 fois, 3 fois avant de réussir. En fait, ce qui se passe, c'est que... Et avant d'avoir les armes pour y arriver. La start-up, elle se différencie de l'univers de la TPE traditionnelle, de la petite entreprise, par la notion de risque, la notion de test de marché. Donc le risque qui est pris par une start-up quand elle arrive avec un nouveau produit, c'est qu'elle crée un produit, elle est censée avoir réfléchi aux besoins du marché, mais elle n'est pas sûre qu'il y ait vraiment un besoin et qu'il y ait une appétence. Donc qu'est-ce qu'elle va faire, cette entreprise-là? Elle va tester le marché. Et effectivement, ça marche très bien, 1 fois sur 10. Mais ça, c'est vrai partout. Ce n'est pas spécifique à la France. Les startups américaines ont la même caractéristique. Elles ont le même taux d'échec. Merci Olivier Ezrati d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes l'auteur du guide des startups disponible en ligne et gratuitement. Il y a aussi votre blog très riche. Merci à vous d'avoir été avec nous.